Entre moi, ma sœur et mes frères. On n'avait pas un lien fort. D'un coup, je viens, je ne me sentais pas dans ma famille. Parle-nous un peu de ta relation avec ton père. Alors, selon les histoires racontées, pendant le temps que j'étais chez ma grand-mère, mon père venait rendre visite le week-end et moi, en retour, je fuyais. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Expérience. Je suis Christian Malubungi, votre présentateur. Nous avons pour vocation le partage d'expériences avec les personnes de tout type. L'être humain est un voyageur qui acquiert de l'expérience, coûts et épreuves. Ces temps de partage aideraient certaines personnes qui pensent être seules à vivre de sombres moments, de se dire qu'ils peuvent changer. Et à ceux qui veulent se lancer dans un domaine de la vie, d'avoir plus de stratégie. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous une invitée exceptionnelle, dotée de plusieurs capacités, dont malgré tout ce qu'elle a traversé dans son enfance et adolescence, elle a su tenir et réaliser ses rêves. Les critiques de ceux qui lui sont proches ne lui ont pas fait baisser les bras. Restez à l'écoute pour découvrir une enfance traumatisée par la mort de sa sœur et le divorce de ses parents. Avant de décoller pour cette belle expérience, faites un geste simple. Abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu afin de ne rien louper. Moi, je te connais assez, mais j'aimerais à ce que tu te présentes pour que nos téléspectateurs puissent te connaître. Salut Christian, je suis Joël Machi, journaliste, entrepreneur, consultante en communication. Et tu m'as dit que tu es né chez ta mère et chez ton père, tu l'ignores. Alors, chez mon père, je l'ignore puisque ma mère est quatrième mariage et avant ma mère, mon père a eu à se marier 3 fois, dont la relation n'a pas pu marcher, n'a pas abouti à aller loin. Et ma mère est la quatrième de son mariage. Et dire exactement si je suis de quel 12e, je sais pas moi, 13e ou 14e enfant de mon père, je n'ai pas cette précision. Mais chez ma mère, je suis l'aînée, voilà. Tu m'as également dit que tu as passé ton enfance de 6 mois à 6 ans chez ta grand-mère. Alors, on ne parlerait pas d'abandon, mais on parlerait plutôt de... Pendant c'est sa première expérience. Déjà, elle devait reprendre ses occupations. Il y a sa maman, ma grand-mère, qui venait aider maman avec pas mal de tâches. Donc, chaque jour, et vu son âge avancé, ça ne pouvait pas carrément garantir bon fonctionnement et elle n'avait plus d'énergie comme une jeune femme. Donc, après, c'est parti de semaines. Ma grand-mère me prenait pour toute une semaine. Le week-end, comme ma mère ne travaillait pas, elle venait pour me remettre. Puis après, ça a changé, c'est devenu 2 mois et puis 2 années. Donc, voilà l'écart du fait que je reste chez ma grand-mère de 6 mois à 6 ans. Aussi, tu as eu la difficulté d'intégration au sein de ta propre famille. Mais pourquoi? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, l'âge de la connaissance, où c'est de 6 mois déjà à 6 ans, il n'y avait pas un lien fort entre moi, ma sœur et mes frères. On n'avait pas un lien fort. D'un coup, je rentre chez mes parents. Je trouve une sœur, je trouve 4 frères. Et il n'y avait pas vraiment cette facilité de communication, d'amour. Et je me rappelle déjà, lorsqu'on jouait, il y avait mes frères, ou vous savez, là où il y a des enfants, il manque chamaillerie, de bagarres et tout. Mes frères me disaient en retour, en cas où je tape, ou c'est eux qui me tapent. Bon, si c'est eux qui me tapent, moi, je ne vais pas accuser chez aucun des parents. Mais si c'est moi qui tape, on va t'accuser chez notre papa. Et c'était comme ça. Donc, je ne me sentais pas chez moi, je ne me sentais pas dans ma famille. Voilà. Parle-nous un peu de ta relation avec ton père. La relation père et fille, j'en connais pas déjà. Alors, selon les histoires racontées, pendant le temps que j'étais chez ma grand-mère, mon père venait rendre visite le week-end et moi, en retour, je fuyais. C'était comme ça. Et lorsque je viens, je vous ai dit que l'intégration a été difficile, je viens et là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que
quand il y a bagarre entre enfants, il prend la partie de mes frères. D'où moi, je ne me sentais pas que c'était mon papa, moi. Je ne sentais pas, quand les enfants commettent des bêtises, voilà, on les punit eux tous. Et c'était moi puni et ils étaient là. Du coup, en grandissant également, l'amour, l'affection, le dialogue, je ne connais pas en tout cas. Mais en retour, au contraire, les mépris, paroles dénigrantes et voilà, accusations, là, je connais de sa part. Est-ce que tes parents s'est chamaillés pendant que vous étiez... ils s'est chamaillé devant vous ou bien comment ça se passait? Dites-nous un peu plus. Alors, j'étais jeune en âge. Je ne dirais pas que ça se passait en public, déjà. Je ne sais pas si je dirais la chance ou la malchance de me retrouver dans des moments où les deux parents se discutaient. Mais j'ai eu à participer en cachette, il faudrait bien le préciser, où ma mère pleurait à côté, où il y avait les paroles répugnantes de mon père, mépris, dédain, avec un regard dédain, je dirais. Et tout ça, je l'ai vécu. On dira que notre famille n'a pas été cette famille que tout le monde peut-être croyait unie, forte, parfaite, entre guillemets. Mais au-delà de tout ça, ma mère s'est montrée forte et défendait les valeurs, montrait à tous qu'on était unis, on était bien. Et elle était notre pilier pendant le temps où on était... ben voilà, notre papa était trop dur de caractère déjà. Et maman nous prenait en retour quand ça n'allait pas pour enfin de nous rassurer en fait. En 2012, la famille stable aux yeux de tous, mais chaotique à l'intérieur. Donnez-nous un peu plus de détails. Alors en 2012, la famille stable aux yeux de tous parce que ma mère montrait que nous étions la famille si parfaite que ça. Elle défendait la famille. Elle montrait à tout le monde qu'elle allait bien. Elle n'en parlait pas. Et elle couvrait le mal, le vide de notre papa. Et il se passe qu'en 2012, il y a ma sœur qui meurt. C'était brusque en fait. C'est parce que, je raconte un peu l'histoire. C'était le 5 mars 2012. Elle revenait de l'école, elle faisait la fièvre. Moi, j'étais l'après-midi, elle faisait des examens en rentrant à la maison. Alors, moi, j'ai quitté la maison, elle faisait de la fièvre, elle vomissait d'ailleurs. Puis, je pars normalement à l'école. C'était normal, la fièvre, ça arrive en fait, on est sommes des humains. Et en rentrant, puisque l'école était si loin de la maison, je rentrais presque à 18h. Je rentre et là, je trouve, il y avait beaucoup de gens en fait, notre parcelle. Il y avait de pleurs. J'entre et je vois ma mère quand tout le monde calmait et je vois mes frères. Là, on m'annonce que ma sœur, derrière moi, la situation était devenue dégradante et ça s'est empiré et elle est morte. Ma mère est venue en premier parce que on lui a dépêché. Connaissant la nouvelle, on ne voulait pas que la nouvelle lui trouve à l'hôpital puisque peut-être elle allait faire de scandale. Elle est rentrée, comme raison, aller chercher d'autres habits parce qu'elle devait être transférée à Saint-Joseph. Comme ça, je me rappelle plus. Alors, le temps qu'elle était arrivée, quand ils se sont rendus compte qu'elle est maintenant à la maison, et ils ont envoyé une tante, dépêché une tante pour lui annoncer la nouvelle. Alors, je me rappelle, mon père est venu plus tard que les autres, puisque ma mère était avec mon père. On a dépêché plutôt ma mère et pour la prendre la nouvelle à la maison. Alors, mon père descendait de l'avenue. Moi, j'étais juste là à l'entrée, parce que tout le monde consolait maman. Et mon père, en descendant de l'avenue, regardant, et dit « Ma fille chérie est morte. J'aurais voulu que ce soit d'autres. » Et cela a provoqué des tensions entre ton père et ta mère. Alors, comme je vous ai dit, il y avait des embûches sur roche. Parce qu'il y avait pas mal de problèmes, ma mère ne disait pas. Et ma mère aimait en ces temps-là, malgré les problèmes, elle tenait à ce que mon père change. Vous voyez ? Alors, il faudrait dire que ma mère subissait une sorte de violence. La violence ne peut ne pas être physique aussi, verbale. Alors, avant d'arriver aux funérailles, il y a mes deux sœurs qui m'ont dit la même chose. C'est-à-dire les filles que mon père a eues avant d'avoir ma mère comme épouse. Ils m'ont dit carrément, en me regardant dans les yeux, qu'on aurait bien voulu que ça soit Shekina qui reste et toi qui pars.
Là, ce sont tes demi-sœurs, tes demi-frères. Je dirais mes sœurs, les filles sœurs. de mon père. Ils t'ont dit carrément qu'ils Oui. ont préféré que tu décèdes. Ils auraient préféré que Shekina reste en vie et que ce soit moi qui parte. Ok. Et après cela, les deux familles, après le deuil, vous savez, nous sommes en Afrique, les deux familles devaient s'asseoir sur une table, parler de ce qui n'allait pas, des causes et autres. Alors, la famille paternelle accusait la famille maternelle accusait la famille paternelle. Et à ce temps-là, il y avait vraiment une tension, en fait. Ça n'allait pas et il y avait pas mal de vérités. Vous savez, quand un couple connaît pas mal traverse des situations, des disputes et autres, avec le temps, même si on sait très bien le garder, ça finit par se savoir. Il y a ma grand-mère qui me disait déjà que non, il n'y a plus l'enfant, regarde comment tu traites, on parle ainsi de ta belle famille, prends tes histoires, allons-y, c'est pas encore la fin. Et voilà un peu. Donc, là, c'était en 2012. Là, le couple, malgré que ça boitait, ce n'était plus stable que ça. Mais ça s'est encore empiré. En 2015, c'est là que ma mère décide de partir. Signalant avant cela, même avant la mort de ma petite sœur, ma mère a quitté déjà 2 fois. Et ce n'était pas pour longtemps. C'était pour 2 semaines, 3, si c'est trop. Et elle est rentrée, en fait. Et quand elle partait, elle annonçait « Non, je suis fatiguée, ça ne va pas, et truc. Essaye de changer ton comportement. » Elle part avec nous, les enfants. Elle ne nous laissait pas. Cette fois-ci, ma mère quitte en 2015 sans nous. Et elle a quitté sans rien dire, sans rien prendre. Vous avez été chassé par votre père après le départ de votre maman. Comment ça se passe? Alors, comme je disais tantôt, ma mère est partie sans nous. Après une semaine, elle est rentrée pour nous prendre. Père refusant. Et là, voilà, c'est là où commence le cauchemar. Parce qu'on le vivait déjà. Ça atténuait parce que notre mère était là. Cette fois-ci, notre mère n'est pas là. Et après son départ, après que mon père lui ait refusé notre garde, en fait, et on n'était pas si bien. Il refusait notre garde, pas pour prendre soin de nous, en tout cas, pour nous maltraiter psychologiquement. Je me rappelle, au départ de notre maman, il nous a fait asseoir sur une table, moi et mes frères, en disant que notre maman est partie pour un autre homme. Et qu'en disant à notre 4e, d'ailleurs, quand ta mère est tombée enceinte de toi, voulait carrément avorter, c'est grâce à moi que tu es en vie. Elle ne vous a jamais aimé. Elle ne tient pas à cette relation, elle ne vous aime pas. Et voilà, elle est partie. Et du coup, moi, j'ai dit carrément à mon père, maman n'était pas heureuse, d'ailleurs, moi, je suis contente. Okay. Et signalant aussi ça, j'étais trop directe et trop claire. Mon père avait découvert une lettre que j'avais écrite à ma mère. Là, c'était à quel âge que tu avais adressé une lettre à ta mère? Je ne sais pas, mais sûrement c'était après la mort de ma petite sœur, ce qui est sûr. J'ai écrit une lettre à ma mère. Maman n'est pas heureuse. Pars. Ok. Et après, nous sommes restés. On ne mangeait pas bien. Et il sortait le matin, il rentrait le soir, bourré. Et voilà, comme lotion, on avait l'huile de palme qu'on appliquait moi et mes frères. C'était en juillet, on était en vacances, on ne sortait même pas, on était enfermés à la maison. On n'avait même pas le droit d'aller chez le voisin, les expliquer ce qu'on vivait. Ou on n'a pas mangé depuis le matin jusqu'à 12h, aller là-bas ou demander quoi que ce soit à manger. Alors, un jour, il rentre très tard, je dirais pas très tard, mais bon, le soir, et il nous trouve, moi et mes frères, assis au véranda. Il nous dit, ben voilà, allez voir votre maman, rentrez chez votre maman. C'était entre 18h, 19h. Et tel qu'on était, sans un sou, on a quitté de là jusque chez notre grand-mère. Vous êtes parti de la maison de votre papa? Oui, on est parti seul parce qu'il nous a chassés, en fait. À quelle heure? Entre 18 et 19h. Il n'a pas tenu compte de l'âge des enfants? Il n'a pas tenu compte de l'âge. Il ne nous a même pas donné un petit rien pour prendre les transports. Et il n'a même pas appelé la grand-mère, puisqu'il savait qu'on allait partir chez la grand-mère. Mais il n'a même pas appelé la grand-mère. La grand-mère habitait la où? Maman... il y avait une grande distance, en fait. La même commune? La même commune, mais il y avait une distance. Il fallait prendre le transport. Alors, on a quitté comme ça, sans prendre habit, quoi que ce soit, pour mettre, je ne sais pas moi, quand vous allez aller là-bas, vous échanger et tout. On est parti, il nous a dit, ne revenez pas ici si votre maman ne revient pas. Ok, en fait, il voulait assez que votre maman revienne. C'était une sorte de pression qu'il mettait à votre maman
pour pour retourner à la maison? En tout cas, si c'est une stratégie pour lui, c'était une mauvaise. Parce que depuis qu'on est parti jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas rentré. Tu m'as dit que tu étais abandonné. Comment? Parce que vous étiez déjà parti. Comment est-ce que votre papa... Alors, l'abandon n'est pas que les psychologiques, financières, affectifs, essentiels, il y a tout ça. Alors, abandonner pour... déjà, j'aimerais marteler sur un point. Pendant ce temps-là où nous étions restés chez notre papa, j'ai eu à 2 reprises une tentative de suicide. Tu voulais mettre fin à ta vie. Oui. Comment est-ce que cette idée t'est remontée? Parce que certainement, tu vivais des temps difficiles, mais tu étais quand même chez ton père. Et comment est-ce que tu as fait remonter ces idées aussi répugnantes, mettre fin à sa vie? D'où t'est venue cette idée? Presque chaque jour, chanter que votre maman vous a laissé, vous a abandonné, aller voir ailleurs. Et non seulement ça, moi, j'ai jamais senti aimée, en fait. Je me suis jamais sentie aimée. Ou carrément une famille où j'étais avec mes parents, mais il y avait un vide, en fait. Les paroles qui m'ont vraiment troublée jusqu'en m'envoyant à faire cet acte, d'abord, tu te dis que tout le monde voulait ma mort. Mon père me l'a dit, il n'a pas utilisé un pronom, en fait. Mes sœurs me l'ont dit, en utilisant me doit-on moi. Et avant, quand ma mère est retournée, puisque quand elle est partie, elle est retournée pour nous prendre, il y a eu des disputes aussi, de grandes disputes. Et mon père a dit à ma mère, en fait, je ne t'ai pas fait ces enfants-là par amour. Puisque avant toi, j'ai eu des enfants. Je n'en manquais pas. Si je t'ai fait autant d'enfants, puisqu'on était à 6, si je t'ai fait autant d'enfants, c'est parce que j'ai ruiné ta carrière. Là, c'est votre papa qui disait directement à votre maman, oui, devant les enfants? Non, pas devant les enfants. Moi, j'avais l'habitude de me cacher derrière la porte, en fait. Je ne sais pas si c'est la malchance, trop de curiosité, ou peut-être c'est la vie, prendre tout ça. Et du coup, ça m'avait carrément remonté le moral. J'avais compris pourquoi ils ne nous aimaient pas, pourquoi ils nous traitaient comme ça, puisqu'on était ses enfants. Alors, un jour, j'entre dans la cuisine et je trouve le couteau à côté. Je voulais tellement m'enfoncer. Enfoncer le couteau? Enfoncer le couteau dans mon ventre. Tu avais quel âge? 15 ans. À peine 15 ans? Tu as failli mettre fin à ta vie? Oui. La deuxième tentative, c'était quand? Alors, la première déjà avait très mal tourné parce que la bonne venait, je n'ai pas pu finir. Après cela, je n'ai pas pu laisser, en fait. Je suis retournée la deuxième fois, mais ça n'avait pas marché. Voilà. Deuxième tentative, ça n'a pas marché. Tu as eu peur de mettre fin? Je dirais que j'ai essayé d'enfoncer, ça ne marchait pas. Je ne sais pas si c'était les couteaux ou quoi. Mais après, en essayant d'enfoncer, tu te rends compte que ça fait mal. Ça fait un peu mal. Et bien, tu te dis que voilà, je laisse. Ok. Parle-nous un peu du côté positif. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Parce que certainement, tu as vécu ces calvaires, mais après, tu t'es débarrassé de ces choses, tu as grandi maintenant. C'est quoi la leçon que tu as tirée de ces épreuves, de ces moments durs, ces moments d'abandon, de rejet? Dites-nous un peu. Alors, la leçon, c'est que j'ai compris que c'est même pas à nos parents, parfois, de définir notre destin. Parce que moi, quand ma mère est partie, j'étais la seule fille face à mon père. C'est pas mal de paroles, hein. Genre, tu vas finir comme ta mère, tu vas divorcer comme ta mère. Tu n'iras pas loin avec les études. Tu es limité seulement ici et on va t'engrosser. Là, c'est ton père qui t'a adressé ces paroles? Oui. Mais c'était quoi ces mobiles? Ton père ne voulait pas te voir grandir? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit, mais j'ai fini mes études. Ok. Cette expérience m'a appris à être indépendante, tout petite déjà. Et aussi, je dirais la maîtrise. Parce que je crois que ce n'est pas facile de connaître les réalités du couple de ses parents et être victime d'une maltraitance de l'un de ses parents. Et paroles, côté soins, côté prise en charge. Et ça n'a pas été facile. J'ai pu tenir le coup. Et par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui.
licencié. Il m'a jamais dit qu'il est fier de moi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu rien comme relation, affection ou quoi que ce soit. En 2021, j'ai essayé de renouer avec notre relation, mais ça n'a pas marché. J'ai compris qu'il y a d'autres situations qu'on essaiera d'arranger. Je suis retournée d'ailleurs lui voir parce que je me suis dit en grandissant, sûrement l'immaturité et peut-être, je dirais, manque de maîtrise qui m'a fait dire, comme mon père nous a fait asseoir en 2015, moi et mes frères, dire à ton père directement comme ça, maman n'est pas heureuse, je suis contente qu'elle parte. Peut-être avait plus blessé mon père. Je suis revenue quand je suis devenue plus mature que ça, je dirais, en 2015, et pour demander pardon, si on pouvait renouer la relation et autres. Mais j'avais vite compris que ça n'allait pas. Ton père, malgré le fait que tu es retourné pour réparer, il n'a pas voulu cette réparation. Pourquoi? Bah, déjà, carrément, il m'a dit j'ai pas un problème contre toi. Et il n'y a rien à faire. Je me rappelle, j'ai fait cet acte parce que j'étais une fois à l'église, on parlait de l'importance l'importance de parole, en fait, des parents sur les enfants. Je revenais de l'église, puis après, je me suis sentie touchée en disant que ça ne va pas entre moi et mon père. Je ne sais pas moi si j'ai commis des bêtises, j'ai dit quelque chose pendant ce temps-là qui a peut-être fait que nous soyons pas en bon terme que ça. Donc, c'est la spiritualité qui t'a aidé à surmonter certaines choses aussi. L'église, tu fréquentais l'église, c'est ça? Il y avait un vide total. Avec le temps, je pense que je commençais plus vraiment à ressentir ces vides, ces manques, où tu t'enfermes seule dans ta chambre, tu pleures, pensant à tout ça. Je crois que c'est les pansements et c'est le temps, surtout le temps. Je me suis rendu compte que le temps mûrit, le temps guérit pas mal de plaies, de blessures. Surtout, on devient plus mature. Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à ne pas abandonner? Je dirais les vraies motivations pour, je sais pas moi, l'énumérer, je ne saurais répondre. Mais tout ce dont je sais, c'est que il y avait un vide. Vous voyez, ce qui m'a poussé à être hors de moi, à essayer de me suicider, autres. Puisque je prenais vraiment ça à cœur et j'ai grandi avec ce vide en moi. Alors, je dirais le temps aussi, parce que le temps mûrit. Et Dieu m'a aidé. Ah, ok. Dieu m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que la spiritualité t'a beaucoup aidé. Oui, spiritualité. Tu fréquentais déjà une église? Je ne fréquentais pas trop l'église. Mais déjà, quand on était avec notre maman, avant la séparation, on partait à l'église, écodime. Et je crois que... Voilà, mais je priais. Dieu m'a vraiment rendu un service. Et avec le temps, tu sens cette rancœur. Surtout, il faudrait dire que le problème n'était pas seulement avec mon père. Parce qu'en grandissant, j'haïssais tous les hommes. Je n'avais pas des amis garçons, je n'en voulais pas me rapprocher. Il y avait cette haine, je voyais tout homme comme ça. Mes frères, je ne les aimais pas aussi. Donc, c'était ça. Donc, tu avais la haine des hommes suite aux événements du passé. Oui. Tu haïssais les hommes. Pour rien. Je les voyais tous comme mon père. Et maintenant, tu es guéri de ça ou bien c'est un processus? Je dirais maintenant, j'ai mûri. Tu as mûri? Je me dis que c'est la vie de mes parents, c'est pas ma vie, déjà. Et il y a ce pansement-là, vous voyez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais avant, je regrettais, je pleurais, je sais pas moi, je m'apitoyais sur mon sort. Maintenant, je me dis que c'est la vie. Je devais passer par là pour peut-être témoigner aujourd'hui, comme je l'ai fait aujourd'hui sur expérience. Et peut-être, je serai coach, j'aiderai d'autres filles. Il y en a plusieurs qui ont succombé déjà. Et voilà. Donc, je crois que ce témoignage a touché plusieurs personnes. Oui, parce que, vous savez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce qu'a fait à mes frères, mais personnellement, moi, ça m'a sérieusement touchée et déstabilisée. Et je me disais, j'avais une image du mariage, c'est mauvais. D'une relation, c'est mauvais. Les hommes sont mauvais. Vous voyez un peu. Et avec le temps, on se rend compte que ce sont des expériences, certes. D'autres, par contre, iront se prostituer. Pas pour l'argent, vous voyez, mais parce qu'il y a un vide.
je ne sais pas comment vous Il y a un expliquer ça. vide émotionnel, Voilà. sentimental. Surtout les filles. Bon, moi, je suis le genre de fille qui rêve d'avoir une affection particulière avec un père. Donc, je ne l'ai pas su. Il y avait un vide. À tout prix, je cherchais en fait combler ça. Mais moi, ma façon de combler, c'était m'éclipser plutôt. Colère contre les hommes. Il y en a d'autres qui se prostituent à la place. Il y en a d'autres qui manipulent les hommes à la place. Ok. Il y en a d'autres, voilà, qui pour eux, l'amour ne représente rien, qui couchent par-ci, qui couchent par-là pour combler ces vides. Voilà. Chacun a sa manière, je sais pas moi, de réagir face à ça. Et moi, c'était d'abord le refus, même de mes frères, je ne les aimais pas de base. Je me disais, ils seront comme papa. Ok. Et voilà, avec le temps, j'ai mûri. Aujourd'hui, je suis comme leur mère. Vraiment. On partage des moments. Il y a des secrets que ma mère les connaît et que moi, je connais d'eux. Et aujourd'hui, j'ai plus des amis aussi, garçons. Et c'est une très bonne chose. Voilà, vous avez le temps d'écouter et de comprendre cette expérience aussi époustouflante, exceptionnelle de notre invité. Nous sommes à la fin. J'aimerais m'adresser aux mariés. Je crois que c'est pas facile de se marier, mais chers couples mariés, nos décisions, vos décisions impactent et affectent beaucoup de personnes. Vos enfants, je dirais, nos enfants en sont victimes. C'est important de réfléchir, de beaucoup réfléchir surtout avant de prendre une décision qui pourra détruire même certaines vies. Mais j'aimerais aussi lancer un appel à ceux qui veulent partager une expérience exceptionnelle et particulière de nous contacter. Il y a un numéro qui va s'afficher juste au bas de l'écran. Et puis nous écrire sur notre adresse email qui est sur la description. Et ça va également être affiché pour nous communiquer votre adresse et votre histoire. Je crois que vous serez le prochain invité ou la prochaine invitée sur notre podcast et nous vous attendons à bras ouverts. Avant de clore, j'aimerais à ce que vous refassiez ce geste pour ceux qui nous ont pris à mi-chemin, de vous abonner. Abonnez-vous et partagez pour nous permettre d'avoir une grande visibilité. Parce que ce témoignage doit toucher une vie, ce témoignage doit atteindre une personne. Faites cet exercice et cela nous fera beaucoup de bien. À bientôt.